célébration du 8 mars à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission spéciale Journée internationale de la femme. Chaque année, le 8 mars a fait s'élever des voix pour reconnaître et faire valoir les droits des femmes. Mais malgré ces luttes menées à travers le monde, les droits des femmes restent encore bafoués. Loin de se laisser abattre, nombreuses sont-elles qui combattent. Les histoires que vous allez suivre dans cette émission spéciale sont aussi édifiantes les unes que les autres. Se retrouver face à une grossesse imprévue, survenue dans des conditions dramatiques, pour une jeune fille, c'est son avenir déjà hypothéqué. Chérifatou accepte de braver les difficultés de la vie et avec un brin d'audace et de courage, réussit à se forger une identité de défenseuse. Yeah! Capitaine Courage! Capitaine Courage! Ain't no white joy, where do I go away? I go keep on, where no know. Ain't no white joy, where do I go away? I go keep on. En 2020, j'ai appris que j'étais enceinte, mais bizarrement parce que je ne m'y attendais pas. J'étais en stage et vu que je fais le taekwondo, j'étais allée à l'entraînement et j'ai reçu un coup dans le ventre. Et après, 3-4 semaines après, je me dis pourquoi les maux de ventre ne s'arrêtent pas. C'est là que je suis allée à l'hôpital pour voir est-ce que c'est l'appendicite. J'étais accompagnée d'un ami et on m'a dit je dois faire l'échographie pour savoir à quel stade d'appendicite j'étais. Et on fait l'écho, on me dit que je suis à 3 mois et demi de grossesse. Ça m'a tellement paru bizarre et je n'avais pas cru. Pour moi, c'était du n'importe quoi. Et j'ai dit à la dame, vous vous trompez, c'est sûrement une écho que vous venez de faire. Que... Elle m'a dit que non, ici c'est un endroit sacré, on ne s'amuse pas avec. Et j'ai dit, ok, si c'est vrai, alors calculez-moi la date exacte où je suis tombée enceinte. Si vraiment ici c'est un endroit secret, vraiment sacré, on doit quand même pouvoir déterminer le jour. Elle avait un calendrier rond là et elle a calculé et elle est tombée sur une date que jamais de ma vie, jamais au grand jamais, je pouvais imaginer que ce jour-là pouvait en découler d'une grossesse parce que c'est un viol. Et quand le viol est survenu, il avait demandé pardon et autres. Et il n'y avait personne à qui en fait parler de ça en ce moment-là, qui allait me croire parce que c'était une personne en qui tout le monde avait confiance et qui était là pour une aide. Il m'a donné un abri. Il en a profité. C'est bizarre parce que quand je pleurais même, il me disait pourquoi tu pleures tant? Pourquoi tu me diabolises? Je t'ai déjà demandé pardon, non? Pourquoi tu pleures tant? Quand j'ai appris ça dans cet hôpital-là, j'étais accompagnée d'un ami. Au moins lui, il était au courant que c'était un viol. Donc il m'a accompagnée au marché, cet ami-là, au marché d'Antokba, où maman vend. Quand j'ai annoncé la grossesse, ça a failli dégénérer. Voilà, maman a failli déchirer mes habits en plein marché et j'ai fui. J'ai fui et j'étais allée à la plage pour pouvoir me jeter dans l'eau. Et il y avait des messieurs là qui m'ont retenu, que j'ai croyé dire non, que je voulais me baigner. On dit te baigner à l'heure là. Madame, est-ce que ça va? J'ai dit non, ça va. Elle dit, c'était un grand monsieur. Ma fille, ça va? J'ai dit oui, ça va. Assois-toi. Tu vas où? Tu as quitté où? Je dis non, monsieur, c'est va. Ma maison est juste à côté. Elle dit, tu veux te baigner à 20h? Non, c'est pas possible. Reste là. Et je me suis encore enfuie de là. Tout le monde m'appelait successivement mon nom. Tout le monde m'appelait. J'ai coupé le téléphone. Et je me suis retournée encore à la plage. Et j'ai dormi là, jusqu'au lendemain. Je ne savais pas si j'avais dormi ou j'étais morte, je ne sais pas. Mais je me suis réveillée quand même le lendemain. Et là, et Dieu est grand. Parce que c'est vrai, j'ai gardé la grossesse. Que
aujourd'hui, j'ai des jumeaux. J'ai des jumeaux. Et je suis fière parce que c'était la preuve réellement qu'il a fait un truc pareil. Parce que quand je disais aux gens, comme ma violée, on m'a dit, toi si grande comme ça, comment toi si grande comme ça on peut te violer? Pour quelqu'un qui a appris le taekwondo et qui est quand même éveillé, mais comment se fait-il qu'on t'a violé? Il a tout expliqué après, il a dit oui, je reconnais le viol, mais pas la grossesse. C'est méchant. J'ai soutenu en décembre avec ma grossesse et j'ai accouché en janvier. Donc un mois pratiquement d'écart, j'ai accouché. Donc j'étais vraiment. D'autres me disaient, est-ce que tu pourras tenir? Je m'asseyais, je ne dormais pratiquement pas parce qu'il faut rédiger un mémoire. Et la grossesse vous pèse, vous n'arrivez même pas à respirer, mais puisque j'ai un objectif à atteindre, ma mère refusait de payer la scolarité. Débrouille-toi. Je ne t'ai pas demandé de tomber enceinte. Ma mère m'a interdit de le dénoncer. Parce que si je n'étais pas allée chercher de l'aide chez lui, il n'aurait pas pu me violer. Donc, des gens cherchent des excuses pour le viol. L'école avait confiance en moi. Même mon directeur d'école a appelé ma mère pour la féliciter. Votre fille a un talent. Donc, de se voir tous ces gens-là, même si tout le monde ne croit pas en moi, ce petit nombre qui croit en moi, ce petit nombre qui dit « Chefi, tu peux y arriver, tu vas le faire. Nous, on est là, même si personne n'est là. » Et j'ai soutenu. Même ce que j'ai porté, c'est quelqu'un qui m'a aidé à prendre l'habit. À l'école, je me suis habillée à l'école parce que je ne pouvais pas m'habiller de la maison. Je me suis habillée à l'école. Tout le monde m'a aidée. Même si ce n'est pas des gens qui me côtoient tous les jours, il y a des gens qui me regardent. De loin, ils sont en train de... C'est comme des espions qui veulent voir est-ce qu'elle va tenir. Et je voulais montrer que oui, je vais tenir. Et j'ai tenu. J'ai soutenu. Et je l'avoue, j'ai porté mes hauts talons avec ma grossesse. Bien ronde, mon ventre bien arrondi. J'ai porté ma veste. Je me rappelle même le président du jury qui ne savait pas que j'étais enceinte, pas était assise. Quand je me suis levée, il dit, attends, c'est avec ça là, tu parlais gros français. Parce que, oui, je l'ai fait. J'ai eu mon diplôme parce qu'il le fallait. Et je sais que toutes les filles du monde peuvent le faire. Jeune fille mère. Rien n'est encore terminé. C'est le début. Ça devait arriver pour que tu comprennes que ce n'est pas encore toi. Tu as besoin de travailler sur toi. Tu as besoin de dépasser cet événement et ne te laisse jamais affecter par quelque situation. Rien n'est jamais perdu d'avance. Seule la ferme volonté de réussir peut aider à remonter la pente. C'est vrai, le phénomène des filles mères est un triste tableau qui affecte nos familles et fragilise nos sociétés. Le mal peut bel et bien se prévenir. Comment? Nous le découvrons ensemble. Justement, ma chère Karamat Agbataou, je suis avec une femme, une mère, une maman, celle-là même qui a bataillé dur pour que des filles puissent devenir des femmes accomplies dans notre pays. Madame Claire Ongan Aemona, elle est magistrate à la retraite, on ne la présente plus. C'est avec elle que nous allons aborder justement le panel sur le phénomène des filles mères. Madame Claire Ongan Aemona, merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous. Après avoir suivi ce témoignage de Chefi, je peux lire sur votre visage une forte émotion. Qu'est-ce que cela vous inspire? J'avais envie de vous demander comment vous avez pu la dénicher. Parce que j'admire vraiment sa bravoure, son courage et sa détermination. Elle a vécu des moments terribles. Se faire violer, ce n'est pas chose facile. Mieux, à la suite de ce viol, elle a eu une grossesse.
Et malheureusement, l'auteur de ce viol, que je peux appeler un criminel, n'a pas voulu faire face à son acte. Non seulement il est un criminel, mais il est aussi un irresponsable. Parce que commettre le viol sur une fille, c'est faire preuve d'acte criminel. Et en plus, ne pas reconnaître la grossesse. C'est être irresponsable vis-à-vis de ces enfants qui sont issus de ces œuvres. C'est vraiment dommage. Mais Chefi a su se relever, reprendre courage. Même à travers son récit, malgré la joie que lui procurent ses enfants, on sent qu'elle revit encore de façon dramatique ce moment de viol. Elle a même failli se faire suicider en se jetant à la mer. Heureusement, elle a dit Dieu est grand. Sinon, cette nuit où elle est restée à la plage où elle ne sait même pas où elle a dormi, quelqu'un d'autre aurait pu encore la violer. Donc vous voyez un peu le drame que vivent ces filles qui sont souvent victimes de diverses violences et surtout de violences sexuelles. Dommage que sa maman n'a pas pu la comprendre. C'est vrai, comme elle fait le karaté, beaucoup vont se demander mais comment elle a pu se faire facilement violer. Je suis sûre que le monsieur a usé d'autres subterfuges pour la rendre plus vulnérable et profiter de cette situation. Justement, Madame Aïmona, ce n'est pas pour vous répondre, mais nous avons fait exprès de ne pas mettre certains détails dans cet élément que vous avez vu. Ce monsieur, mesdames, messieurs, a usé de subterfuge, a littéralement drogué Chefi pour abuser d'elle, pour la plonger dans cette mésaventure qu'elle a vécue. Alors, à part ce subterfuge, Madame Aïmona, à quel autre piège pensez-vous qui conduisent des filles à devenir des filles mères avant l'âge? Je crois que les filles doivent faire preuve de moins de naïveté. Vous savez, il est établi que aucun homme, soit-il ami ou parent, ne rend gracieusement un service à une fille. Il faut que les filles se mettent ça dans la tête. S'il commence par le faire, c'est que certainement il a quelque chose derrière la tête et il faut se méfier. Je le dis souvent pour tous les enfants parce que ces auteurs de violence, ce n'est pas toujours des amis de l'extérieur. C'est parfois des gens de maison, des cousins, des oncles. Et j'ai l'habitude de dire aux enfants, surtout aux filles, il faut vous méfier des tontons trop gentils. Des tontons qui invitent à venir soit pour prendre du bonbon, soit pour regarder la télé. Il faut faire très attention. Et c'est là que je m'adresse également aux parents, mères, pères et aux frères. Parce que Chefi a des frères et derrière une fille victime, nous avons toujours des garçons, des hommes qui sont aussi concernés par ricochet, par cet acte. Donc je voudrais que chacun se regarde à travers ce drame. Madame Aïmona, pour finir ce panel, si vous avez des conseils à donner à toutes ces millions de femmes, de jeunes filles qui nous suivent aujourd'hui, comment peut-elle faire pour éviter ces pièges qui conduisent à être fille mère? C'est important de parler aux enfants et particulièrement aux filles. Je dis toujours aux enfants parce qu'aujourd'hui nous avons également des situations, des garçons qui sont victimes de violences sexuelles. Sauf que eux, ils n'ont pas le risque de grossesse. Ils ont peut-être d'autres risques. Donc nous devons pouvoir parler aux enfants, mais particulièrement aux filles. Ne pas nécessairement atteindre la puberté. Les enfants posent aussi parfois des questions de façon très naïve. Il faut pouvoir leur dire, il faut faire attention, il ne faut pas suivre les gens, mais aussi il faut penser à son avenir. Qu'est-ce que nous voulons devenir plus tard? C'est vrai, il y en a qui se prêtent un peu au jeu, mais il y a d'autres qui tombent dans des pièges. Nous devons faire attention, faire preuve de beaucoup de vigilance, pas être nécessairement trop méfiants, mais nous dire
pourquoi est-ce que tel se montre si gentil à mon égard? Pourquoi est-ce que tel monsieur m'invite chez lui? Pourquoi veut-il me rendre tel service? Qu'est-ce qu'il attend en retour? Est-ce que je suis capable de pouvoir lui offrir ce qu'il attend en retour? Sinon, il faut faire très attention et chercher par nous-mêmes à trouver des solutions à nos problèmes. Nous avons parfois les réponses en nous, mais c'est parce que nous pensons que les réponses sont avec les autres que nous ne nous imposons pas le temps de découvrir ces potentialités qui sont en nous pour trouver des solutions à nos problèmes. Madame Aïmona, merci. Merci d'avoir répondu à ces questions de ce premier panel. Karamat Agbataou, je vous retourne l'antenne le temps que vous alliez sur d'autres fronts. Moi, je vais prendre une petite pause avec Madame Cléonga Aïmona et nous deux, on va vous retrouver dans quelques instants. Aucune nation ne peut prétendre se développer aujourd'hui sans les filles appelées à être femmes demain. La femme qui porte et donne la vie. La femme, elle qui éduque. La femme, le socle de la famille. Elle a besoin d'être dans son aise, autant dans le choix de celui qui sera le père de ses enfants, de celui qui sera son époux, que dans le choix de sa profession. Il y va de son épanouissement. Je m'appelle Alice Sangopa Koura, épouse Yasso. Je suis styliste, modéliste. J'ai une licence en analyse des projets et un master en statistique et économétrie. De 2015 à 2016, j'ai travaillé au ministère de l'Énergie. J'étais restée à la direction de la programmation et de la prospective. À la fin de mon contrat au ministère, j'ai été recrutée dans un cabinet de la place. Mais il s'est fait que les heures de sortie et les autres contraintes ne m'arrangeaient pas trop vu que j'avais des enfants de bas âge. Donc, comme j'avais déjà une passion pour la couture, mon mari m'a orientée vers ce domaine. Je n'avais pas encore une machine, donc j'ai commencé à la main. Je faisais ma couture à la main. Donc je faisais les coupes. Il me suffit de voir un modèle. Je sais à peu près comment le réaliser. Donc je coupe et je couds à la main. Maintenant pour les parties un peu compliquées, j'ai une amie dans le quartier qui mettait sa machine à ma disposition. Donc j'allais de temps en temps chez elle pour confectionner mes tenues. Et c'est lorsque j'ai eu mon premier salaire au ministère, en 2015, je gagnais 50 000 francs. La machine était à 57 000 francs, donc j'ai dû compléter 7 000 francs pour acheter ma machine. Bon, étant au ministère, vu que je portais mes propres créations, j'ai deux de mes collègues, je dirais stagiaires, qui ont même eu à passer de commandes. Donc en 2017, j'ai commencé ma formation en stylisme et modélisme. Disons, c'est lui qui a ciblé l'école et il s'est chargé de l'inscription. Donc j'ai commencé. J'ai fini en décembre 2018. Je me suis installée en 2019, en avril 2019. Et j'ai commencé par travailler avec 2 ouvriers. J'ai commencé avec 2 ouvriers. Je n'avais pas encore d'apprenti. La relation avec Alice, ça a duré. On a déjà fait le collège ensemble. Il faut dire que déjà là, même pour les ateliers de pédip, elle avait toujours une passion pour la couture. Après, nous avons fait l'université, on a eu le master ensemble. Elle a eu la chance de trouver un cabinet, elle travaillait. Mais un jour, elle m'a dit, je vais faire la couture. Je me rappelle très bien, je lui ai dit, tu vas faire le master, aller faire la couture, tu es sérieuse là? Et ils vont te prendre pour une seule couturière. Elle m'a dit, non, moi je vais entreprendre. Je veux montrer qu'on n'a pas besoin d'aller au bureau, d'aller faire ci avant de gagner sa vie. Mais on peut entreprendre, on peut mieux faire.
C'est une personne très déterminée. Quand elle dit je veux ceci, elle sait braver plus nuit et tout pour obtenir. Et c'est ça, moi, personnellement, m'a prouvé en quittant un master en statistique où elle était dans un cabinet pour venir faire la couture, ce qu'elle fait très bien d'ailleurs. Et aussi l'honnêteté. Elle est une personne très honnête. J'ai pas eu de gêne, j'ai pas eu de honte à voir mon épouse travailler sur une machine, quelle qu'elle soit. Donc c'était avec un intérêt vraiment sincère que j'ai voulu accompagner ce qu'elle faisait. Non. Elle a demandé un gros capital de 300 000. Et en examinant la demande et au regard de mon expérience sur le métier, je me suis dit, bon, ça pourrait ne pas permettre de couvrir ce dont elle a besoin. Et comme on n'avait pas envie qu'elle soit une couturière de rue, mais plutôt une styliste, on a essayé de mobiliser un capital plus acceptable pour lui permettre de démarrer. Elle a un atelier de haute couture qui l'occupe beaucoup. Elle n'a pas le temps de penser à autre chose. Elle a déjà le plus précieux à côté. La relève, je pense qu'elle est en train d'être bien préparée. J'ai mon neveu, il a 22 ans, qui est avec moi à l'école. Il est avec moi depuis 2 ans. Donc, actuellement, je dirais qu'il est bon, parce que même quand je ne suis pas là, c'est lui qui prend les devants. C'est mon premier assistant. Donc, c'est lui qui se charge de faire les coupes et de répartir aux apprenants. Donc, il suit également comment la confection est faite. Il y a également mes enfants. J'ai 2 filles, l'une a 14 ans, l'autre 10 ans. Et elles s'intéressent beaucoup à ce que je fais. Donc, quand elles sont en congé, par exemple, elles sont avec moi et elles m'aident dans des petites tâches. Si j'ai un conseil à donner, c'est qu'ils doivent être endurants, patients et vraiment aimer ce dans quoi ils décident de s'investir. Moi, par exemple, quand je prends mon cas, j'ai eu le soutien de mon époux qui a toujours été à mes côtés, qui, à chaque fois que je veux me décourager, il a toujours tout fait pour que je retrouve le moral. Donc, l'accompagnement aussi, je pense que c'est très important. Une femme épanouie est un atout considérable pour la société. Nous vous conduisons à présent entre les 4 murs de Madame Ariane Adjalaou, qui est elle-même un bel exemple de reconversion professionnelle. Comment une femme peut-elle réussir aisément son changement de profession? Nous vous conduisons de ce pas vers elle. Alors nous sommes ici avec Madame Ariane Adjalaou. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors dites-nous, est-ce que c'est aisé pour une femme aujourd'hui de passer d'une profession à une autre, de se retrouver à changer de profession? Alors je pourrais dire que oui et je pourrais dire que non. Pourquoi? Parce que voyez-vous, il y a certaines personnes qui ont tout naturellement une très forte capacité d'adaptation. Elles ont une souplesse dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre. Et par contre, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus rigides, qui n'arrivent pas à changer rapidement de direction et à s'adapter directement. Je dirais aussi que si la personne qui veut faire la femme qui veut faire cette reconversion avait déjà des pratiques, des connaissances, des compétences
dans le nouveau métier qu'elle veut embrasser, alors c'est possible. On peut se lever et ne plus avoir envie de ce que l'on fait. On peut être repoussé par le quotidien et avoir envie d'autre chose, sans savoir exactement quoi. Et c'est là où ça cloche un peu, parce qu'il faut absolument avoir une ambition, il faut absolument avoir une vision, il faut absolument avoir quelque chose qui nous appelle et qui est plus fort que nous et qui nous appelle dans une direction précise. Alors vous allez voir votre amie qui un jour va se lever et dire qu'elle en a assez d'être enseignante. Vous allez la retrouver 2 mois plus tard coiffeuse. Vous allez la retrouver 3 mois plus tard en train de prendre des cours d'informatique, parce que la révélation, c'est qu'elle veut être une grande assistante de direction. Et 3 mois après, vous allez la voir en train de prendre des cours de théâtre, parce qu'elle se dit que oui, le théâtre c'est bien, ça nourrit son homme et tout. Et peut-être 6 mois après, vous allez la voir en train de vendre des tomates. Donc ça part dans tous les sens quand on n'a pas une idée précise de là où on veut aller. Et là, le problème, c'est quand on ne sait pas quoi faire exactement ou qu'on n'a aucune idée dans la tête, que c'est difficile de choisir. On se retrouve comme étant dans un dilemme. Alors, dans ce cas, quelles sont les aptitudes qu'il faudra développer? Qu'est-ce que cette femme moderne aujourd'hui doit pouvoir avoir pour affronter cette pression professionnelle? Alors, la première chose nécessaire à une femme aujourd'hui pour évoluer professionnellement ou même dans la société en général, c'est de développer des compétences. Elle doit savoir faire pas une chose, mais des choses. Elle doit développer la confiance en soi. Elle est confiante que le peu que je sais faire, je sais le faire très bien, et ça doit transparaître en elle quand elle marche. Quand elle parle de son métier, elle doit pouvoir le parler avec assurance et de dire à une personne qui n'est pas dans ce métier-là, taisez-vous, je parle, je suis experte. En dehors de cette confiance en soi, la femme doit être pugnace. Quand elle attaque, il ne faut pas qu'elle lâche. Quand elle a un objectif, elle doit tenir jusqu'au bout. Et même si dans la recherche de l'atteinte de cet objectif-là, elle tombe, il faut qu'elle tombe en tenant très fort son objectif en main et qu'elle se relève dès qu'elle a la possibilité et qu'elle continue d'avancer. Elle doit être persévérante, elle doit être courageuse, elle doit être déterminée et surtout elle doit être une femme de vision. Elle doit savoir où elle veut aller. Mais c'est en quelque sorte une résilience, ça dit la femme doit pouvoir s'attendre à exercer autre métier à part ceux dans quoi elle a été formée. Est-ce que ce n'est pas trop lui demander? Ce n'est même pas seulement la femme. Tout être humain devrait pouvoir être multitâche. Un peu comme un couteau suisse. On ne peut pas se contenter de ne connaître qu'une seule chose, de ne savoir faire qu'une seule chose. C'est vrai qu'il faut être spécialiste de quelque chose. Mais en toutes ces matières-là, toutes ces choses-là que vous aimez ou dont vous êtes capable, il faut qu'il y ait au moins une sur laquelle vous soyez très très bon. De sorte à développer une expertise dans ce domaine-là et à pouvoir la monnayer tout en utilisant parfois les autres compétences pour nourrir cette première compétence-là. Vous pouvez demander aujourd'hui aux femmes, la génération d'aujourd'hui, d'aller au champ, de tenir la houe, la daba pour travailler la terre. Personnellement, je rêve de me retrouver en train de faire corps avec la terre. Je rêve de cultiver la terre parce que je trouve que labourer la terre, c'est quelque chose de noble. Amener la terre à nous livrer ce qu'elle a comme nourriture pour nous, j'estime que c'est noble. Donc oui, je peux et j'encourage fermement les femmes, si elles ont la possibilité, s'il y a des terres qui sont non exploitées autour de vous, dans votre famille, négociez ces terres-là, faites des petits champs, même si c'est 3 mesures de maïs que vous arrivez à faire planter, je vous assure que vous pouvez vous retrouver avec, je crois bien, selon les calculs, 1 ou 1,5 sac de maïs. Ce n'est pas peu et c'est gratifiant quand on voit que c'est le résultat de son travail. Un peu partout dans le Bénin, je connais des femmes dans le zoo qui sont à la tête de fermes, qui sont à la tête, je vais dire, d'entreprises où on travaille du gari,
où elles ont des employés qu'elles payent, où les gens portent des uniformes, ils viennent, ils labourent, ils récoltent le manioc, ils font du gari sous différentes formes. Et ces femmes-là, elles exportent. Donc, je ne peux qu'encourager. Il y a tout à gagner avec la terre. Nous marquons ici notre courte pause de détente en compagnie d'un groupe musical féminin. Coucou, moi c'est Ami Mako, artiste, musicienne, instrumentiste. Je suis aussi griotte et chef de l'orchestre féminin Kabiesi du Bénin. Ami, merci de nous accueillir chez vous. Merci. À l'entame de cette petite incursion dans votre univers, permettez-nous de souhaiter ou de dire une bonne fête à toutes les femmes du monde entier, puisqu'aujourd'hui c'est le 8 mars, Ami. C'est vrai. Je profite pour répondre au nom de toutes les femmes. Merci. Merci. Ici, Ami, c'est votre statut de femme de culture qui motive notre déplacement vers vous à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Merci une fois encore de nous recevoir. Waouh, c'est un grand plaisir. Merci. Et je vous conduis à notre salle de répétition. Avec plaisir, madame. Soyez les bienvenus. Merci, madame. Ici, c'est notre salle de répétition. Très bien. Bon, je vous invite à vous asseoir. D'accord, Et merci. déguster un apéro sauf. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Bonsoir. Félicitations, chère dame, merci pour le plaisir que vous nous donnez. Merci. À l'instant là, ce n'est pas donné à toutes les femmes de s'essayer à ces genres d'instruments. Félicitations à vous. Merci, merci beaucoup. Je profite pour vous inviter à notre studio. D'accord, merci. Oui. Ok. Voilà, je vous présente notre studio. Oui. Vous asseoir. Merci. Vous êtes une femme chanteuse et instrumentiste. Alors, Ami, depuis quand avez-vous commencé la musique? Depuis 2008, disons, j'ai commencé par la danse dans le groupe Atelier Nocina. Et c'est de là qu'est né Ami Mako. Ami, dans la musique, vous êtes une femme polyvalente. Vous touchez à beaucoup d'instruments de musique. Alors, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans les instruments de musique, Ami Mako?
Bon, comment dit-on, c'est vrai que beaucoup me connaissent avec la guitare, mais j'adore plus mon instrument traditionnel que les gens appellent communément talking drum. Au-delà de votre vie professionnelle, Ami est une mère au foyer. Alors, comment conciliez-vous votre vie professionnelle à celle privée? Vraiment, c'est pas facile. Ce métier qu'on est en train d'embrasser, tout le monde voit ça comme si c'était de la débauche, surtout même l'instrument qu'on joue. Parce que tout le monde dans leur tête, c'est les hommes qui jouent à ces instruments. Et tout le monde se dit comment elle gère son foyer, et comment dit-on, sa carrière. C'est pas facile, mais on est en train de faire avec. Très bien. Alors, Ami, quelle est votre chanson préférée aujourd'hui dans tout ce que vous avez dans votre répertoire aujourd'hui de chanteuse instrumentiste? Quelle est votre chanson préférée? C'était le premier morceau qu'on a joué parce que ça parle de la femme, du mariage forcé surtout. Il y a le refrain qui résume tout, qui dit aux parents de dialoguer avec les enfants, surtout les enfants filles, et d'attendre qu'elles aient au moins 18 ans avant de les envoyer en mariage. Très bien, Ami Mako. De plus en plus, Ami Mako, on prône l'égalité entre les sexes. C'est à juste titre que la communauté internationale a choisi comme thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Que pensez-vous de ce thème? Est-ce que ça doit exister? Si, la belle preuve, je vous ai montré notre salle de répétition. En son temps, c'est les hommes qui pouvaient le faire. La femme ne peut même pas oser dire « je vais toucher à un instrument ». Et la seconde preuve, notre studio qu'on a installé. Je pense qu'il y a eu une première au Bénin, studio de femmes, au nord, à Parakou, où à 99% on est musulman, où la femme n'est pas libre de faire tout ce qu'elle veut. Et je pense que l'égalité entre l'homme et la femme, elle peut bien exister. Ami, un mot à l'endroit de toutes ces femmes, en l'occurrence celles qui végètent encore dans l'oisiveté, celles qui pensent que tout est fini pour elles. C'est pas fini, c'est d'avoir le courage et embrasser ce qu'elles veulent embrasser. Je prends l'exemple de la musique où tout le monde pense que c'est la débauche au niveau de la femme. C'est à vous d'amener tout le monde à enlever de leur tête que c'est pas de la débauche. Donc j'invite vraiment les femmes, je les invite à avoir le courage et d'avoir l'amour de la chose et détourner l'intention des gens dans ce qu'elles font. Ami Mako, merci beaucoup. Nous allons rejoindre votre orchestre. Merci, monsieur. Dans le monde de Ami Mako et ses belles braves dames ici à Parakou. Retenons juste que Ami Mako est une artiste et instrumentiste du Septentrion. Elle est une artiste polyvalente. Elle touche à plusieurs instruments de musique. Nous la recevons à l'instant dans le cadre de la Journée internationale de la femme édition 2022. Ami Mako, merci de nous avoir reçus. Très bonne fête. Merci.
Eh bien, une femme chef d'orchestre, ça ne court pas les rues. Ça existe et c'est possible que la femme embrasse tout selon son désir. Arrêtons-nous un instant et combattons les stéréotypes sur le genre. Avec Patrick Djossou, nous allons en savoir un peu plus. La femme, jugée, préjugée, post-jugée. Prenons au jugé des proscriptions, 10 parmi tant d'autres. 1. La femme ne doit pas hériter de son géniteur ou tuteur. Sinon, elle concurrencera ses frères et ou son partenaire. 2. La femme ne doit pas habiter seule, en location ou en construction. Sinon, elle recevra plusieurs hommes, comme une polyandre. 3. La femme ne doit pas étudier ou trop étudier. Sinon, elle ne respectera pas son mari. 4. La femme ne doit pas diriger un groupe. Sinon, elle sera une épouse tyrannique pour son époux. 5. La femme ne doit pas exhiber son corps, même pas une particule. Sinon, elle sera harcelée et même violée. 6. La femme ne doit pas faire le premier pas. Sinon, elle sera considérée comme femme facile et dévergondée. 7. La femme ne doit pas s'asseoir les jambes écartées. Sinon, elle sera considérée comme charmeuse et non juste charmante. Séductrice et non seulement séduisante. 8. La femme ne doit pas se raser la tête. Sinon, elle deviendra vite veuve. 9. La femme ne doit ni jouer au tam-tam, ni siffler entre ses dents. Sinon, elle sera une mauvaise cuisinière. 10. La femme ne doit ni rire aux éclats, ni pleurer à tue-tête. Sinon, elle sera considérée comme vulgaire. 10 proscriptions énoncées de père en fils par des hommes, annoncées de mère en fille par des femmes. Tout le monde n'en est-il pas alors coupable? Tout le monde est coupable. Et aux femmes combattantes et battantes, indécées d'être combatives et bagarreuses, et qui veulent arrêter le combat de l'équité, on dira sans doute non, jamais. Ne cédez jamais. Non, jamais, ne cédez jamais. La femme, c'est la mère, la sœur, l'épouse, l'amie, la collègue, c'est aussi la confidente. Il est temps, oui, grand temps de mettre un point final à ces stéréotypes. Nous retrouvons Alain Sochoumin et son invité Claire Ongan Ayemona. Eh oui, ma chère Karamat Agbataou, je vous retrouve pour ce deuxième panel et je suis toujours en compagnie de Madame Claire Ongan Ayemona. Elle est magistrate à la retraite. Elle nous reçoit dans son domicile ici où cette fois-ci, nous allons parler des préjugés, de ces stéréotypes qui restent collés à la peau de la femme béninoise. Et Madame Ongan Ayemona, je peux voir votre sourire suite à cette chronique de Patrick Djossou. Dans sa chute, Patrick Djossou dit que finalement tout le monde est coupable. Vous pensez comme lui? Ben oui et non. Tout le monde est coupable, étant donné que parfois c'est des femmes qui entretiennent ces préjugés. Et même de nos jours, vous avez des jeunes filles qui entretiennent ça, ou des hommes qui violent et qui pensent que c'est parce que la femme a provoqué à cause de son habillement. Quand même, si c'était comme ça dans nos villages, toutes les femmes devaient être violées. Hein. Vous savez, dans les villages, les femmes ne s'embarrassent pas trop de s'habiller, de porter soutien, on met juste un pagne. Et puis c'est tout. Pourtant,
elle est respectée. Qu'est-ce qui explique alors, Madame Aïmona, cette persistance de ces stéréotypes-là? Parce qu'on a dit, c'est dans notre tête. Et quand nous sommes têtus sur quelque chose, c'est que la chose se colle dans notre tête là. Et nous ne voulons pas nous en départir. C'est tout. C'est vrai qu'il faut placer ces préjugés dans leur contexte. À une certaine époque, à cause de votre couleur de peau, on estime que vous êtes inférieur à d'autres qui ont une autre couleur de peau, que vous ne pouvez pas bénéficier des mêmes droits et vous êtes également objet d'exploitation, de violence, de brimades. Donc aujourd'hui, il y a, disons, un déplacement des paradigmes. Plutôt que cette discrimination se fonde sur la race ou la couleur des peaux, c'est devenu sexuel. Sur quel levier, à votre avis, pourrait-on agir pour changer la donne? Je crois qu'avec l'éducation, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans le milieu où les femmes et les hommes sont de plus en plus éduqués, comprennent davantage les choses, ils parviennent à dépasser ces préjugés. Mais on peut déjà s'estimer heureux de ce que de nos jours, il y a quand même ce qu'on peut appeler des mesures, des tests, des instruments qui reconnaissent que on ne doit plus continuer de considérer la femme, de la brimer, de la violenter tout simplement parce qu'elle est femme, mais qu'il faut œuvrer pour l'égalité et l'équité. Dommage que parfois c'est aussi des femmes qui se complaisent dans cette position et qui entretiennent ces genres de préjugés, qui jugent, ou ces préjugés qui font juger les femmes sans bénéfice de présomption d'innocence. Mais je crois qu'avec l'éducation, avec le travail de la communication, et quand on dit éducation, c'est éducation à tous les niveaux. Il y a l'éducation à l'école par rapport à la scolarisation, mais il y a également l'éducation dans nos maisons par rapport au regard que l'on porte sur la femme, que l'on porte sur les hommes. L'éducation à travers la communication des organes de presse. Et je m'en arrête pour vous féliciter, pour vous remercier pour ce travail quand même que vous ne cessez de faire afin d'amener la population à une prise de conscience. Quand je prends par exemple le numéro 1, où on dit que la femme ne doit pas hériter, mais pourquoi est-ce qu'on interdisait à la femme d'hériter? C'est tout simplement parce que, particulièrement, l'immeuble, les terres qu'on ne veut pas transférer aux femmes sont considérés être des biens familiaux et on veut les conserver dans la famille. Donc la femme qui se marie, si on lui la laisse, si on lui transfère cette propriété, ça va rentrer dans une autre famille. Mais aujourd'hui, ces hommes qui pensent qu'ils doivent être les héritiers, qu'est-ce qu'ils font de ces biens collectifs? Est-ce qu'ils les conservent encore dans la famille et dans l'intérêt de la famille? Non. Ils sont les premiers à les céder parce qu'ils veulent gagner de l'argent au détriment de la famille. Quand je prends le numéro 5 par exemple, c'est vrai que quand vous êtes dans certains milieux, des auteurs de viol ou de harcèlement justifient leur faiblesse par le fait que c'est la femme qui par son habillement se dénude et qu'on ne résiste pas. Oui, les hommes sont quand même des êtres humains doués d'intelligence. Nous perdons de nos valeurs et que dans notre tête aussi, nous interprétons mal certains préjugés qui ont été conçus plus pour protéger la femme, la famille et la communauté, plutôt que dans l'intérêt de l'homme qui doit les utiliser pour brimer d'autres, et particulièrement les femmes. Merci Madame Aïmona, on ne saurait finir ce panel sans vous demander un mot fort, un conseil fort à l'endroit de ces femmes-là qui vivent cette journée spéciale. Cette émission, vous la réalisez dans le cadre des manifestations du 8 mars, journée des droits de la femme. Je dis bien journée des droits de la femme, pas journée de fête pour les femmes. Je voudrais avoir une pensée spécifique à toutes ces femmes, des jeunes femmes, aujourd'hui leaders, qui vivent des situations plus difficiles, plus compliquées que nous.
Parce qu'au moins nous, de notre temps, il nous est plus ou moins relativement facile de trouver du travail quand nous sortons de l'université. Les femmes représentent plus de la moitié de la population. Et les hommes ne peuvent pas faire développer le pays en laissant de côté la potentialité que représente plus de la moitié de la population. Il est de l'intérêt des hommes aujourd'hui d'être convaincus que l'équilibre de la famille, l'équilibre de la société dépend effectivement de l'encouragement de la femme à jouer sa partition. C'est pourquoi je voulais lever, qu'on lève le verre à l'honneur de tous les hommes qui mènent ce combat pour éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Merci. À vous aussi, vous qui êtes derrière l'écran et à la maison, je ne vous oublie pas. Merci beaucoup. Merci, merci madame. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce tour d'horizon dans l'univers des femmes à l'occasion de cette édition 2022 de la Journée internationale de la femme. Merci de nous avoir suivis avec grand intérêt. Merci beaucoup à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour la réalisation de cette émission. À la prochaine.